Bon, eh bien bonjour sur les podcasts Contrôle Pass. Aujourd'hui, deuxième épisode. On a un petit peu poussé les meubles, on a poussé la table. On a deux personnes avec nous, Pierre et Mario. Bonjour à vous deux. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bon, je vais plutôt que je me suis noté quelques petites notes pour vous présenter. Je pense que le plus facile pour éviter de dire trop de bêtises, parce que je me suis renseigné un petit peu sur les LinkedIn de chacun. Je vais vous laisser vous présenter. Mario, vas-y, je te laisse te présenter aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Bon, je suis Mario, j'ai 27 ans et en mai, si tout va bien à l'Espagne, je vais avoir 28 ans. Je suis un entraîneur que maintenant je suis au Levante. Ça fait deux ans que je suis là-bas. Et cette année, je suis le premier entraîneur de U13 et sur le terrain à 11. Et je suis un entraîneur qui aime beaucoup un peu l'idée on va parler aujourd'hui un peu sur le jeu d'emplacement ou le jeu de placement. Je sais pas comment on dit en France sur le rôle d'ubication. Après, on discutera. Ouais. Et ça, j'ai un entraîneur simple que j'aime discuter sur le foot et ça, c'est tout un peu sur moi. Je vais compléter un petit peu pour ceux qui nous regardent, certainement qu'ils ont été à la conférence Goal Time où tu as été intervenu c'était il y a 2 ans. Uh-huh. Je profite pour faire un petit bonjour à Olivier Arbellois qui doit nous écouter, oui, où tu avais fait une intervention et également la conférence où tu étais intervenu avec Pierre, d'ailleurs vous connaissez, que je vais laisser se présenter. Ah, donc c'est mon tour. Ouais, oui, écoute. Juste avant de me présenter, juste expliquer, comme tu le sais, je te l'ai dit, j'ai pas mal hésité parce que je me posais des questions par rapport à ma légitimité, par rapport à la parole que je pouvais porter. Donc je vais essayer d'être le relais le plus fidèle possible par rapport aux lectures que j'ai pu faire et puis par rapport aux gens que j'ai rencontrés. C'est ce que... Vas-y, continue. Et puis je me suis rappelé il y a 2-3 jours quand j'ai fini par te dire oui, une phrase de Daniel Pénac qui disait que finalement ce qu'on sait ne nous appartient pas, que c'est pas notre propriété privée et que du coup ça ne fait que passer à travers nous et qu'il faut essayer de partager ça avec les autres. Donc j'essaierai de passer les plats le mieux possible aujourd'hui. Bah écoute, on t'en remercie, je vous remercie vous deux. C'est ce que je te rejoins là-dessus, Pierre. Nous, l'objectif, encore une fois, c'est de partager sur cette page Facebook Contrôle Pass. On termine souvent nos posts par on avance ensemble, et c'est un petit peu ça qu'aujourd'hui on va essayer de travailler. Donc également pour ceux qui nous écoutent, tu es sur une tu es le détenteur d'une page Twitter qui s'appelle Parlons Football, la vision systémique, c'est bien ça, je crois. Oui, c'est ça. Ok, et voilà, nous c'est la première question. Il y a certains qui se posent certainement la question, la vision systémique, qu'est-ce que c'est ? On en parle de temps en temps à l'université d'un point de vue plutôt systémie des entreprises, etc. Donc est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui la vision systémique ? Ouais, alors je vais essayer d'être le plus synthétique et le plus clair possible. L'idée en fait du coup c'est de peut-être la mettre en opposition ou en comparant avec ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire une vision dans laquelle on vit, où on a plus l'habitude de réduire les choses et de les séparer. Et donc en fait il s'agit d'établir la nature des relations qu'il peut y avoir entre les événements ou entre les éléments et les replacer toujours dans un contexte. Alors pour essayer d'être un peu plus concret par rapport à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le foot, tel que je l'ai compris au travers de mes lectures et notamment des livres d'Oscar Cano qui parlent beaucoup de ça. Moi je la placerai à 3 niveaux en fait, cette vision systémique. D'abord l'idée du jeu, c'est-à-dire que quand on réduit les choses finalement, et ça peut faire écho à des choses qu'on a déjà entendues, on dissocie par exemple l'attaque de la défense. Tu vois, c'est des entraîneurs qui vont dire aujourd'hui on a bien attaqué mais on a mal défendu. Bien sûr. Et finalement dans la vision systémique, on essaye de faire le lien entre tout ça et on va se dire par exemple, est-ce que c'est pas parce que j'ai mal attaqué finalement que j'ai mal défendu. Donc on ne sépare plus, on en fait un tout. Donc on va avoir par exemple dans le moment offensif, comme dit Juan Malillo, des gens qui vont s'occuper et prévoir peut-être, s'ils participent pas à ce moment-là, des pertes de balles éventuelles, et ce qui nous rend plus efficaces du coup après dans notre moment défensif. Donc l'idée, si tu veux, au niveau du jeu, elle est là. D'accord. Ensuite, au niveau deuxième niveau, au niveau de l'équipe,
Au niveau de l'équipe, ce qui se passe, c'est que Oscar Cano dit qu'il faut essayer de repenser un peu la complémentarité. C'est-à-dire que, par exemple, avant, on avait l'habitude, ou des gens encore le disent, que pour avoir un milieu, il faut un petit technique qui sait manier le ballon, et puis à côté, on lui met un grand costaud qui peut récupérer le ballon. Ouais. Et c'est un peu l'exemple, si tu veux, on va prendre Maxime Lopez et celui qui est parti... Anguissa à l'époque, non? Anguissa, voilà, et qui est parti à Real, le petit et le grand, quoi. Lui, Oscar Cano dit finalement la complémentarité dans une équipe, il faut peut-être la penser autrement en termes de similitude entre les joueurs. Et donc, il donne l'exemple dans un de ses bouquins de Xavi et d'Iniesta, et on pourra sans doute confirmer, au tout début, il n'a pas été si évident en Espagne de les associer ensemble dans la sélection. On pensait qu'ils étaient trop similaires, justement, qu'il n'y en avait pas un qui pouvait, entre guillemets, combler le déficit athlétique de l'autre. On s'est aperçu que, de toute évidence, enfin voilà, ça s'est imposé naturellement et avec le succès qu'on connaît pour la sélection espagnole. Et puis le troisième niveau, c'est le joueur. La pensée systémique à appliquer aux joueurs, et Mario en parlera pour introduire ensuite le jeu de position et sa philosophie par rapport à l'entraînement, c'est de ne plus voir le joueur comme une somme, la somme d'une qualité technique avec une qualité athlétique, etc. En fait, tout ça, ce sont des interactions. Et donc, on retrouve, par exemple, il en parlera sans doute, dans l'entraînement structuré de Paco Cerullo, il a défini 8 structures qui interagissent toujours les unes avec les autres. En fait, elles sont toujours présentes, on ne sépare pas. Donc, ça n'a pas de sens, par exemple, de dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire telle séance pour travailler le mental. Non, je vais travailler le jeu et à l'intérieur, quels sont les paramètres que je vais pouvoir mettre en place pour finalement développer peut-être la structure mentale de mon joueur. J'espère qu'on aura l'occasion, et je pense qu'on se donnera l'occasion d'en parler justement avec Mario et avec toi. Aujourd'hui, pour rebondir sur ce que tu dis, tu penses qu'en France, on est vraiment sur une vision qu'on va qualifier de cartésienne? Oui, je pense qu'on est encore. Finalement, il y a très peu d'espace où on peut partager, où on peut lire en français sur cette vision systémique. Alors, moi, j'ai pour habitude de dire que je ne suis personne et c'est la réalité. Mais les gens, je parle aussi d'où je suis, c'est-à-dire avec l'expérience qui est la mienne, qui est plus limitée que d'autres. Je ne viens pas du monde professionnel, mais j'ai pu échanger avec quelques personnes qui savent ce qui se fait en France, qui peuvent comparer avec ce qui peut se faire au Portugal et en Espagne. Et c'est vrai qu'il y a une approche plus individualiste. Tu vois, j'ai discuté par exemple toujours avec Bressa Sebal, qui est un éducateur et un entraîneur reconnu en Espagne et qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, qui a fait plein de vidéos intéressantes, et qui me disait, pour lui, si tu veux, en Espagne, on a des joueurs qui sont beaucoup plus portés vers le collectif, mais qui du coup vont avoir du mal dans les 1 contre 1 à dribbler, alors que vous avez des joueurs qui ont peut-être plus du mal à être liés ensemble, mais qui par contre ont une capacité à éliminer dans les 1 contre 1, à dribbler, que nous on n'a pas. D'accord, ouais, je te rejoins entièrement là-dessus, et je pense qu'en effet, aujourd'hui, la vision cartésienne, elle est implantée un petit peu dans tout notre mode de fonctionnement de l'entraînement, que ce soit à l'université, dans la division des matières, on va étudier ça et ça. Descartes a même dit diviser chacune des difficultés pour les analyser. C'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on a fait dans le football. On a divisé la technique. Alors la technique, on va faire ça. Après la tactique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le retrouve dans notre entraînement un petit peu. Oui, et c'est nier comment l'humain fonctionne finalement. C'est clair. Pour moi, si je peux rajouter quelque chose sur cette vision de complexité, et je pense que cette possibilité de comprendre le jeu comme un infini de possibilités comme complexe t'exige beaucoup de choses comme entraîneur, parce que tu dois, comme entraîneur, comprendre l'être humain, comme il l'a dit Pierre, comme un être humain complexe qui a beaucoup de structures qui sont reliées, qu'il est en train de toujours jouer dans un contexte avec des interactions avec des autres coéquipiers, avec des adversaires, avec beaucoup de contraintes qu'ils ont dans tout le moment du jeu et dans tous les jours.
Et aussi, il t'exige donc être un entraîneur qui doit se préparer pour tout ça. C'est-à-dire, c'est un entraîneur qui doit comprendre qu'il ne doit pas avoir de la peur à ne pas contrôler les situations du jeu. Parce que beaucoup d'entraîneurs ont de la peur, et c'est pour ça ce qu'il dit, c'est Pierre, de peut-être jouer avec un petit et avec un grand. J'ai lu l'autre jour une interview de Angel Kappa, qui dit c'est un peu ça, non? La peur qu'il y a dans les entraîneurs qui veulent contrôler le jeu. Donc, si toi tu comprends et tu t'exiges comme entraîneur de comprendre cette vision complexe, tu dois comprendre que tu vas pas avoir le contrôle du jeu. Et c'est ça, l'autonomie des joueurs, et donc ta méthode et tes procédés et doit être relié pour pouvoir donner pour pouvoir, et je sais pas comment on dit vraiment en français, mais dis-le en espagnol, mettre en place, je crois que j'ai trouvé le mot, mettre en place toute sa vision. On doit trouver bien les procédés, on doit trouver bien la méthode, parce que si tu as vraiment cette vision, c'est pas toutes les méthodes qui sont valides, et tu dois être exigé comme entraîneur de savoir comprendre tout ça, non? Pierre, ça me rappelle, je crois que c'était une phrase de Victor Fradet qui disait que finalement il fallait connaître tout ce qu'il y avait autour du football et pas seulement... oui, c'est Manuel Sergio, je crois, qui disait tu ne sais que du football, tu ne sais rien du football. En fait. Exactement. C'est un petit peu ça, et un petit peu peut-être une problématique aujourd'hui sur notre territoire, oui et non, mais aujourd'hui c'est un petit peu comme ça qui est présenté le football, où on pourrait croire que plus on connaît le football dans ses moindres détails et plus notre expertise s'agrandit, alors qu'en effet aujourd'hui il y a l'être humain encore une fois est global, le jeu est global, et nous peut-être qu'on creuse simplement que dans le football, et qu'en effet, je rejoins Mario là-dessus, l'entraîneur ne doit pas avoir peur et de ne pas contrôler toute l'incertitude du jeu. Non, et c'est pas vraiment facile, parce que toi, comme entraîneur, tu as aussi tes contraintes, tu as aussi dans un club, tu as aussi un chef, tu as aussi une idée de jeu du club, et tu dois aussi comprendre que parfois, et comme tu dis, non, tu connais beaucoup le jeu, mais c'est les joueurs qui jouent, et ça peut passer une autre chose que tu as réfléchi ou que tu as pensé, et tu dois te préparer avec ça, et c'est vraiment pas facile, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs que ça, ils comprennent pas, et parfois ils disent non, moi j'entraîne avec la méthode globale, avec la vision complexe, je vois avec ces lunettes, non, le jeu, mais vraiment pas, parce qu'ils sont pas préparés il y a une phrase de Oscar Cano aussi, qu'il dit que si tu vas à un entraînement et t'as pas, je sais pas si Pierre, il peut la dire mieux s'il a écouté, tu peux la dire en français mieux. Ouais, c'est que quand il fait un entraînement, et si à la fin de l'entraînement il n'a pas été surpris par quelque chose auquel il ne s'attendait pas, je crois que c'est celle-là dont tu parles, et du coup en fait il est déçu, parce que en fait lui il explique que dans sa vision des choses, l'incertitude elle ne se réduit pas, elle est inhérente à ce jeu finalement, par rapport à toute sa complexité. Exactement, c'est ça. Et donc c'est comme le maths. Si tu veux jouer avec, et tu comprends le maths de cette façon, et tu dois entraîner de cette façon, et tu dois être préparé à que parfois non, beaucoup de fois, il va y avoir des choses qui vont te surprendre, et tu dois être préparé comme entraîneur. Il me semblait important de commencer cet échange là-dessus, sur cette définition. Je ne sais pas, je pense que ce serait difficile de le définir, mais de parler de cette division systémique, ça me semblait important. Maintenant, Mario, on va venir un petit peu sur le jeu de position en France, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je vais te le dire très vulgairement, de ce qu'on connaît du jeu de position. C'est aujourd'hui, on va mettre jeu de position égal jeu de Guardiola, simplement. Et je vais même te dire qu'en France, on va se dire, c'est égal au jeu de Guardiola, mais moi j'ai pas les joueurs de Guardiola, du coup je fais pas de jeu de position. C'est un petit peu en France, je réduis vraiment, hein, mais en France... Mais oui, c'est très vrai, je réduis pas tant que ça. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce jeu de position? Et je vais même aller sur la question que les gens vont se poser en nous écoutant. Est-ce que je peux pratiquer un jeu de position si je n'ai pas Xavi, Victor Valdés, Piqué, Puyol et toute l'équipe qu'avait Guardiola à l'époque de Barcelone? D'accord. Donc, je vais essayer de parler un peu, parce que ma vision, elle change beaucoup. On est des êtres humains, et pourtant, on est en train d'interactionner. On a des interactions, et on change beaucoup de notre façon de voir les choses, non? Donc, moi, je pense maintenant que on doit penser que les mots nous conforment, non? Donc,
Et lorsqu'on parle de jeu de position, je crois que cette idée de position nous réduit un peu, nous emmène un peu à être plus raide sur l'idée, pour voir l'idée. Parce que parfois, on peut penser que les joueurs soient plus dans une position, non? Tu me comprends un peu, ils se bougent pas beaucoup, tout ça, non? Donc, moi, je pense que maintenant, il y a trois façons de voir un peu la même idée du jeu. C'est-à-dire, on peut parler de jeu de position, de jeu d'avantage et de jeu d'emplacement, que c'est ce que moi, maintenant, je suis un peu plus dans cette idée de là. Et parfois, je trouve que les personnes peuvent penser que ces trois façons de jouer, ce sont la même chose, mais c'est différencié. Mais parce que les trois idées nous emmènent à l'idée de avoir la balle, essayer de dominer, non, oui, c'est ça, dominer le jeu. De dominer le jeu, non? Donc, lorsqu'on parle de jeu de position, c'est un peu plus raide parce qu'il y a beaucoup des équipes qui essayent de jouer un jeu de position et on trouve parfois ces éléments un peu raides. C'est-à-dire, on a un joueur qui doit se placer dans un lieu et il doit rester là-bas et pour essayer d'attendre que ça passe quelque chose ici, non? Un peu sur cette idée. Pourtant, le jeu d'avantage, c'est plutôt l'idée de en profiter les avantages, de les créer, d'arriver à ces avantages par des moyens, non? Par des moyens, par des concepts. Et lorsqu'on arrive sur cet avantage, on doit en profiter. Parce que ces avantages ont un temps court, non? Et on doit les profiter. Mais par contre, l'idée du jeu de emplacement, que c'est en Espagne c'est dire juego de ubicación, c'est un peu l'idée lors de la converse entre Lillo et Paco, c'est Lulo, qu'il dit que on doit peut-être être bien placé et avec une mauvaise orientation, c'est-à-dire on peut peut-être avoir une position et une situation sur le jeu. C'est-à-dire le placement, ça serait position plus situation. Et cette position, c'est le geste et le profil. D'accord. C'est-à-dire le geste, c'est par rapport à ma je sais pas comment on dit, ma motricité avec le ballon et avec mon corps. La coordination. La coordination avec la balle et avec mon propre corps. Et le profil, ça serait comme ma façon de communiquer à mes coéquipiers et à mes partenaires. L'orientation. Et à tout le monde. C'est un peu tout ça, non? Comme est mon corps placé, non? Et quelle info prend les autres pour me voir. Et la situation, ça serait le temps et l'espace. Tu vois? Donc, cette idée, comme les mots nous conforment, cette idée, c'est plus sur un jeu plus dynamique. Donc, les positions, ça change un peu plus. On s'organise plutôt autour de la balle. Non, tu vois? Et par contre, le jeu de position, c'est un peu plus raide parce que nous emmène plus à réfléchir sur le geste et le profil, sur la position où je suis placé en ce moment, non? Tu vois un peu comment je suis. Je vais peut-être agrémenter ça. Je crois qu'aujourd'hui, nous, l'héritage qu'on a du jeu de position, c'est les 5 couloirs qu'on a définis. Moi, je suis couloir 5, couloir 1, et vous restez dans ces couloirs pour occuper l'espace. Et peut-être qu'en effet, on a dit non, tu restes couloir 5 et tu bouges pas du couloir 5. Alors, de temps en temps, je dois me déplacer peut-être pour créer un espace, et aujourd'hui, c'est un petit peu l'héritage qu'on a, du moins en France. Aujourd'hui, on voit un petit peu le jeu de position comme ça. Donc, si tu me permets, Jérémy. Oui, je t'écoute. Vas-y, Pierre. Si tu me permets, Jérémy, parce que nous, on a une vidéo qui a tourné pas mal en France avec Thierry Henry, justement, où il est que jusqu'aux 30 derniers mètres, Guardiola lui demandait de tenir sa position, d'excentrer sur la largeur. Donc, effectivement, les gens en ont déduit que dans le jeu de position, comme a très bien dit Mario, c'est rigide, je reste dans ma position, et c'est le ballon qui vient à moi. Et alors que finalement, certains joueurs vont correspondre à ça, mais d'autres vont se déplacer. Qui me parlait de comportement circulant. Je vais me déplacer, et tout en ayant pour objectif quand même de garder un équilibre offensif et défensif. Voilà. C'est peut-être pas l'excentrique qui sera toujours sur la largeur à l'opposé. Peut-être que ce sera le latéral, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre, mais n'empêche qu'a priori, il faut quand même que on soit sur des couloirs différents et à des hauteurs différentes si on veut à un moment donné se créer de la place. Ouais. Et donc, c'est clair, Pierre, je te remercie de pouvoir me donner cette vision parce que c'est un peu ça, c'est ce que tu disais aussi, Jérémy, que le jeu de position, c'est un peu plus raide. Et le jeu d'emplacement, que c'est un peu
je vais parler mal et rapide, mais c'est comme si on aurait développé le jeu de position, non? Si on aurait allé un peu plus loin du jeu de position. Donc, ce jeu d'emplacement, et on parle de position, on parle de situation, on parle de temps-espace, on parle de geste, on parle de profil. Et donc, dans le jeu d'emplacement, c'est plus essayer d'être très sensible, comme avec un supra-élément, d'être organisé autour de la balle. Autour de la balle. C'est-à-dire, nous, on est en train de s'organiser tout le temps autour de cette balle. Donc, on doit essayer de donner tout le temps sur le partenaire de la balle des lignes de passe, de la communication, essayer de l'aider constamment, non? Et donc, avec cette idée, ça va pas dire qu'on n'est pas sensible sur les buts. On est aussi sensible sur les buts, surtout si on est proche du but. Mais parce que les joueurs, et c'est son cerveau qui est conformé comme ça. Si on est proche du but, on va être beaucoup plus conformé à aller attaquer. Bien sûr. Mais on doit essayer de pratiquer sur les jeux de position comme procédé. C'est un peu le nom, c'est-à-dire c'est jeu de position, on prend jeu de position, c'est le nom du procédé. Pourquoi c'est le nom du procédé? Parce qu'on pratique le geste, le profil, le joueur 360 degrés, ce joueur intérieur qui joue. Tous les joueurs dans les jeux de position peuvent jouer à l'intérieur. N'importe quel joueur, peut-être un latéral, peut-être un central, peut-être on peut le placer à l'intérieur et on est en train de pratiquer avec lui et cette idée de répéter la passe, des concepts, du geste, du profil, de pratiquer avec la relation avec la balle, avec ses partenaires, de communiquer, c'est un peu l'idée. Donc, sur le jeu d'emplacement, notre jeu de position, ça serait un procédé pour nous aider à développer quelque chose dans notre jeu. Pas tout, mais beaucoup de choses de notre jeu. C'est un peu compris ou non, Pierre, Jérémy? Oui, c'est ça. Ce qu'on disait, pardon, Jérémy, c'est ce que tu me disais l'autre jour. C'est-à-dire que on ne peut pas demander aux jeux de position de régler tous les problèmes. Par exemple, les appels en profondeur, comment je protège mon but, etc. Donc, il y a des objectifs précis, mais si on veut régler d'autres choses, ben, on peut aussi utiliser d'autres procédés que le jeu de position. Et comme tu me disais, Mario, oui, dans ce type-là de jeu, ce qu'on travaille surtout, c'est l'intra-communication et c'est créer un langage commun pour tous les joueurs, en fait. Voilà. C'est ça. En perdant pas de vue aussi, par exemple, qu'on est tout le temps en supériorité numérique dans ces jeux-là. Donc, forcément, ça facilite des choses qu'on ne retrouve pas sur le terrain. Donc, faut élargir son champ de vision, mais c'est sûr que ce sont des procédés qui sont très efficaces par rapport à ce qu'on veut, quoi. C'est la question que j'allais te poser, Mario, par la suite. C'est qu'aujourd'hui, je vais encore une fois grossir un petit peu le trait. Moi, je suis entraîneur de mon équipe. Je vais prendre mon cas personnel. Je suis entraîneur d'une équipe d'adultes, de seniors féminines. J'ai la volonté de mettre en place un jeu de position. Donc, je comprends qu'il faut occuper l'espace, etc. Mais aujourd'hui, sur la séance, concrètement, enfin, je parle de la séance, je parle vraiment du côté entraînement, pas sur l'unité de la séance, mais aujourd'hui, comment sur 1 an, 2 ans, mettre en place un modèle de jeu inspiré du jeu de position? Je pense que la première chose qu'on doit avoir clair, c'est que cette idée nous séduit. C'est-à-dire, on croit dans cette idée. C'est-à-dire, l'idée c'est tout mélanger. L'idée de la complexité, l'idée de vouloir avoir la balle, de vouloir et donner de l'autonomie aux joueurs, de savoir que on ne doit pas contrôler tout le jeu, parce que si on prend l'idée de que comme entraîneur on doit contrôler tout le jeu, pourtant on ne fera pas le jeu d'emplacement et on fera d'autres choses, parce qu'on dira on aura comme je sais pas comment on dit en français, recettes, comme de la cuisine, comme des recettes. Oui, des recettes, et on entraînera des recettes et on gagnera non. Mais si on veut mettre en place le jeu d'emplacement, c'est facile, parce que le jeu d'emplacement te séduit. C'est-à-dire, c'est le plus naturel qu'il y a dans la vie. C'est-à-dire, le petit enfant commence à jouer et il commence à aller chercher la balle. Il s'organise autour de la balle. Et après, lorsqu'il commence à aller autour de la balle et tous les petits joueurs qu'on voit sur la balle, on commence à les séparer, à lui dire non. Et là, il y a le but. Et lorsqu'ils vont au but, ils vont célébrer, ils vont être ravis. C'est le plus proche qu'il y a du jeu, parce que je crois en Espagne, par exemple, presque tous les joueurs aiment avoir la balle, aiment jouer avec la balle. Donc l'idée de jeu d'emplacement, c'est facile de l'emplacer, parce que c'est l'idée d'accord, on va pratiquer et des concepts, par exemple répéter la passe, jouer de face,
et jouer presque beaucoup de fois à 1-2 contacts, pas comme règle, mais si comme préférablement, on essaye de jouer rapide, mais pas parce qu'on va le dire, parce que le propre procédé, c'est-à-dire un 4-4-3 avec des bons espaces, t'oblige un peu à jouer, parce qu'il y a des contraintes, t'oblige à jouer à 1-2 contacts. Et cette idée de préférablement jouer à 1-2 contacts, de essayer de préférablement répéter la passe, jouer de face, cette idée de jouer préférablement sur le pied, toute cette idée, ces concepts, plus les procédés, vont te faire que vraiment ton idée de jeu de placement va te séduire, va séduire tes joueurs. Et pourtant, ce qui va provoquer, c'est qu'ils vont émerger les avantages. C'est-à-dire, on va pas chercher les avantages. Les avantages vont émerger. Si on prend par exemple un jeu du Barça de Guardiola, avec Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Thiago, etc., tu peux voir que eux, ils sont en train de jouer, ils sont en train de répéter la passe, ils sont en train de jouer un de touche, ils sont en train d'essayer de donner des lignes de passe, de donner des voies de communication, tout ça. Et par contre, tu sais pas quand ils vont profiter d'un avantage. Toi, tu vois qu'ils sont en train de créer des avantages. Mais eux, non. Eux, ils sont en train de jouer. Eux, ils sont en train de... Ils ne savent pas s'ils sont dans une positionnelle, dans une numérique. Non, parfois, si, s'ils voient une numérique. Mais ils jouent à ça. Et quand eux, ils vont dire, ah d'accord, c'est le moment d'aller plus proche de but. Tu peux le voir, parce que parfois, Iniesta, il conduit vers son but. Vers son but. Et tu peux dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Desde une perspective des avantages, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait Iniesta? Non, mais il va sur le but. Et après, pour créer un autre espace dans un autre lieu, et il est en train de jouer, est en train de fluire. Je sais pas si on dit fluire. Oui, je vois ce que tu... De flow. Il est dans une... C'est ça, enfin... Oui, le flow. Ouais, c'est ça. Flow, oui. C'est le fameux, le subconscient qui nous amène à faire des choses. Par instinct. C'est un peu ça. Donc, pour le mettre en place, c'est seulement un peu croire, et savoir ces concepts, savoir quels procédés vont t'aider. Par exemple, un jeu de position va t'aider à pratiquer ça. Et peut-être un jeu de situation, c'est-à-dire où on va faire l'espace est plutôt plus grand, on va mettre peut-être plus de joueurs et on va les mettre à les joueurs dans ces positions comme vous le comprenez. C'est-à-dire, on a un problème sur les mots parce que si on parle de position, on peut nous emmener à... On va le mettre sur sa position spécifique du terrain. Le poste? C'est-à-dire le poste. On peut réfléchir à poste. Mais c'est pas l'idée du jeu de position comme procédé. Ça, on va avoir un jeu de situation. Tu vois? Et sur le jeu de situation, on va pratiquer d'autres choses que le jeu de position va nous donne pas, comme disait Pierre avant. Tu vois? Donc, plutôt le jeu de position, c'est pas le poste, c'est pratiquer le geste et le profil. Et par contre, le jeu de situation, c'est plus pratiquer sur le poste, mais pas pour pratiquer dans mon poste spécifique. C'est pour voir les interactions sur les joueurs qui sont proches sur mon poste spécifique. C'est-à-dire, peut-être un intérieur gauche qui est plus proche d'un extérieur gauche, ou je sais pas comment on dit en français. Peut-être pardon Mario, prends l'exemple du 4 contre 4 plus 3, peut-être de Guardiola, pour que les gens comprennent mieux. D'accord, sur le 4-4-3 par exemple, on peut avoir l'idée de procéder comme un jeu de position et peut-être on va dire on met à l'intérieur un latéral gauche parce qu'on veut qu'il pratique et le geste, le profil et on veut qu'il pratique la intracommunication avec ses coéquipiers. C'est-à-dire que les coéquipiers vont essayer de voir comme ce joueur répète la passe, s'il fait un de touche, il prend plus de temps, tu comprends un peu l'idée? Bien sûr. D'accord. Et après, on va l'emmener sur le jeu de situation et on va le mettre sur sa place, un peu sur son poste, et on va lui mettre devant peut-être l'autre extérieur et proche l'intérieur gauche. Et là, ça va provoquer des interactions et on va travailler et on va pratiquer le temps et l'espace. C'est-à-dire plus de trajectoires, plus de conduite, plus de choses qu'on n'a pas sur le jeu de position. Tu vois? Je suis d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Pierre? Oui, non, rien à rajouter. C'est ça. Non, j'allais dire, si jamais des choses te sont venues pour... Bien sûr. Oui, alors après, nous, c'est déstabilisant, en fait, si tu veux, en France, parce qu'on n'a pas l'habitude de cette différenciation-là. Et moi, il a fallu que je discute avec Mario. Parce que ce que j'appelais jeu de position, tu vois, j'avais fait un document notamment là-dessus, je mettais des postes aux gens à l'intérieur et du coup ils me disaient non, pour nous ce serait plus un jeu de situation. Quand tu dis aux joueurs ici, ça a un côté rassurant en fait d'être tout de suite dans le jeu de situation parce que
tu vas connecter par rapport à des choses que tu vis en match. Par exemple, dans le 4 contre 4 plus 3, tu vas trouver ton latéral sur le côté à gauche, tu vas mettre ton excentré au-dessus, tu vas leur dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait en match? Si l'un est large, l'autre peut-être va rentrer à l'intérieur, tu vois. Et donc tout ça, ça leur donne des repères, ça les rassure. Alors que quand tu leur dis, bon, c'est un jeu de position, il n'y a pas de poste particulier, tout ça, on s'organise par rapport à la balle, dans notre culture, c'est plus difficile à appréhender. Pour moi, pour l'idée de Barcelone, pardon, Jérémy. Non, mais j'ai vas-y, Mario. Non, c'est pour l'idée de Barcelone, ce n'est pas tout le temps en Espagne, hein, parce que par exemple, 40% c'est 90%, non? Ouais, 90, Pierre 90%, ouais. 90, ouais. 90, pardon. 90% des personnes en Espagne, et elles appellent la même chose sur le jeu de position, c'est-à-dire les joueurs sur les postes. Mais pour l'idée de jeu d'emplacement de Barça, et c'est une autre chose que j'ai expliqué avant. C'est tout ce que j'ai expliqué avant. Pardon, Jérémy. Non, mais justement, c'est la question que j'allais te poser. Donc aujourd'hui, nous, quand dans notre football on met en place l'occupation de l'espace avec les 5 couloirs, on essaie de trouver le troisième homme, etc. Aujourd'hui, nous, clairement, en France, on serait plutôt sur une logique de jeu de placement, du coup. Si, on est en train de pratiquer plus ça, mais par exemple, si on joue beaucoup, on pratique beaucoup sur le jeu de position, sur ces concepts d'essayer de préférablement répéter la passe et préférablement de jouer un de touche, on va trouver beaucoup de troisième homme sans dire qu'on est dans le troisième homme. Et après on va l'appeler troisième homme. C'est-à-dire, tu comprends un peu. Après on va dire, il a fait un troisième homme pour faire que cette situation soit avantageuse, par exemple. Bien sûr. Mais c'est après. Mais les joueurs sont sur le flow, tu vois, sur ce flow. Parce que pour nous, je vais même te dire que je pense que cette notion de troisième homme, c'est à un moment donné une réponse à l'incertitude, et que nous, aujourd'hui, on va, dans nos séances, essayer également de travailler le troisième homme. On va créer des situations où, non, là, tu remises, pas parce que le jeu te le demande, mais parce que ça fait... On a aussi une vision en fait plus réduite en France de cette notion de troisième homme par rapport à l'Espagne, tu vois. C'est-à-dire que nous, on la voit forcément... Appui soutien, en gros. Appui remise soutien. Voilà. Et en Espagne, c'est un peu plus global que ça. C'est juste dans l'idée que, tu vois, tu veux jouer avec un joueur, sauf que Mario en parlait, la voie de communication n'existe pas pour trouver ce joueur-là. Donc, tu vas essayer de passer par un troisième pour trouver celui qui ensuite va être dans une situation avantageuse pour nous. D'accord. Et du coup, ça regroupe, oui, alors la situation de appui soutien, mais pas que. Ça peut être autre chose, tu vois. D'accord. Moi, j'invite les gens là, dans ma tête. Ça reste des moyens. Exactement. J'invite les gens là, dans ma tête, je fais un petit point à aller voir sur ton Twitter un petit peu, enfin à te demander le lien de la conférence que tu as fait, de regarder également celle de Goal Time, parce que je pense qu'aujourd'hui en France, on a du mal à concevoir comment utiliser les avantages. Nous, dans les formations, dans les discussions entre éducateurs, on parle rarement de créer des situations avantageuses, d'utiliser l'avantage à un moment donné qu'on a réussi à créer. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est bien défini sur les deux conférences. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est à creuser pour nous, parce que de temps en temps, on en vient même à utiliser ce jeu de position pour dire je fais du jeu de position, on occupe le couloir, je sors avec mon gardien, de temps en temps il y a des troisième hommes, de temps en temps j'utilise intervalle, etc. Sans pour autant, la finalité, je pense que c'est d'utiliser une situation avantageuse qui va me permettre de gagner soit du temps, soit de l'espace, pour peut-être me rapprocher du but. Et aujourd'hui, c'est pas forcément la vision des choses qu'on a, que tu as évoqué, Mario, et je pense que tu as permis à beaucoup de monde d'initier un petit peu l'utilisation de ces avantages. Et oui, à la fin, c'est pour un peu répondre à la question aussi d'avant de comment le mettre en place. Et je crois que c'est facile de séduire à les joueurs lorsque tu les parles de ces concepts, lorsque tu les parles parce que t'es pas forcément en train de lui dire non, fais le troisième homme, fais ces trajectoires et reste ici. Non. Toi, tu mets le contexte du jeu, tu mets tes contraintes, que ça peut être, je sais pas, et un joueur dans un lieu, et pour que autres joueurs soient pas, je sais pas comment on dit, Pierre, les contraintes de, por ejemplo un jugador para enfrentarlo a otro, para que no sea tan fácil. Lui mettre une opposition. Sí, mettre une opposition. Oui, je sais pas comment dire vraiment, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est facile de
de séduire notre joueur avec Attends, ça parce que je te coupe Mario, parce qu'en France aujourd'hui, nous, on agit en formation, on nous apprend que j'agis sur les joueurs que j'ai en fait. Et du coup, nous, ce mot, en espagnol, on va parler de reglas de provocación, non? si. Bah, et alors que nous en France, justement, si par exemple moi demain je dois avoir mon équipe, je suis avec les blancs en séance, et ben moi toutes mes règles que je dois mettre, ce sont sur les blancs, parce que en formation on nous apprend à diriger seulement l'équipe que on a, et du coup on crée pas de réponse au jeu, on crée simplement des initiatives, et encore, et c'est pour ça que je pense que peut-être que tu peux en trouver le mot, parce qu'en France, ce mot-là on l'utilise presque jamais, Si, c'est par exemple, imagine des contraintes, ouais. C'est des contraintes, mais c'est par exemple si on a un 6, un joueur défensif, un numéro 6, non? Un joueur défensif qui, par exemple, est un 6 qui est très fort pour presser à l'avance. Et on veut, par exemple, essayer de que notre joueur joue pour créer, essayer d'arriver à l'espace derrière ce joueur. Peut-être on peut utiliser seulement cette contrainte du joueur sans aucune règle. Cette contrainte de mettre ce joueur qui va beaucoup presser à l'avance. Et ça va me faire que ces joueurs vont être conformés par ce comportement et vont répondre à un contexte du jeu qu'on voulait mettre en place. Tu vois un peu c'est un peu pour essayer de l'expliquer. Ces genres de contraintes sur les possibilités qu'a le jeu, pas sur des choses que je m'invente. Tu vois, et on utilisera le procédé qui nous emmène à que ça c'est plus facile. Peut-être ça va pas être le jeu de position, peut-être ça va être un jeu de situation, ou peut-être ça va être un match et on doit pas forcément faire un jeu de position ou un jeu de situation. Peut-être dans une séance on doit faire un jeu de situation. Je posais l'exemple à Pierre sur qu'est-ce que c'était la pomme. Comment c'était l'exemple, Pierre, de la pomme, tu te rappelles? De la pomme, de comment couper une pomme ou oui, que pour couper une pomme, on n'utilise pas une fourchette mais un couteau. Oui, c'est ça. Et parfois, si tu le rends sur le jeu, parfois pour développer quelque chose qu'on veut pratiquer, on veut travailler, on prend un procédé et on lui rajoute des choses pour qu'il nous emmène c'est-à-dire c'est comme si je prends une fourchette. C'est une fourchette? Ouais, une fourchette. Une fourchette et je prends un couteau et je les mélange avec je sais pas comment on dit Jérémy ou Pierre parce que je sais pas scotch. Si je ne vois pas Pierre. Tu les attaches avec du scotch. Des attaches avec des scotch et je prends le fourchette et je prends la pomme et je coute avec ça. Non, pourquoi tu prends pas le couteau et tu coupes la pomme? Donc c'est un peu l'idée des procédés. Quel procédé va me mener à quelle chose? Et je prends ce procédé et c'est pas, j'entraîne pas parce qu'il y a un entraîneur qui fait le jeu de position et il gagne. Non, c'est parce que ce procédé va m'aider à ça pour mes joueurs et à ce genre de contexte. Et cette contrainte va m'aider à ça. En fait, on est dit souvent Oscar Cano, on est des facilitateurs de contexte. Exactement. C'est exactement ce que je m'étais noté en plus pour qu'on parle de ça et tu le dis très bien, je pense. Moi, je crois qu'il va y avoir un lien avec peut-être un tout petit peu plus ta spécialité, Pierre, même si je pense que tu n'aimes pas que j'emploie le mot spécialité ou expertise, etc. Mais aujourd'hui, il me paraît d'une logique implacable. Après, encore une fois, je ne veux pas avoir de certitude, mais que si demain, moi, je dois mettre en place un modèle de jeu basé sur le jeu de position, qu'il va falloir que j'utilise certainement une périodisation tactique pour moi, parce qu'elle va me permettre de s'entraîner au match, de s'entraîner au jeu, alors qu'avant on s'entraînait juste au football selon moi. Avant on faisait des séances autour du foot, autour de la technique, autour de la technique, autour du mental. Et aujourd'hui je pense que pour mettre en place un modèle de jeu aussi attractif que le jeu de position, pour moi il faut utiliser la périodisation tactique. Donc est-ce que tu peux déjà dans un premier temps, et encore une fois là je te donne une très très lourde tâche que de définir ou d'essayer de synthétiser la périodisation tactique pour ceux qui nous écoutent, et je vais encore une fois vulgariser un petit peu. En France je pense que la périodisation tactique c'est entraîner tout dans un sac, on secoue et on a du ballon, donc c'est bon, c'est de la périodisation tactique. Je fais des 15-15 avec ballon, donc c'est bon, c'est comme la périodisation tactique. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous aiguiller là-dessus? Ouais, alors par rapport à ce qui avait été dit au début, et pour revenir à la vision systémique, si on voit le jeu comme ça et si on voit le joueur comme ça, il est évident, et Mario me rejoindra là-dessus, parce que même s'ils font
pas trop de périodisation tactique. Eux, ils sont plus dans l'entraînement structuré. Et c'est ce qu'il a appris avec le Barça. Mais en fait, l'idée de ces deux méthodos, c'est la même. C'est-à-dire que on va structurer les choses. Et tu sais, dans un des podcasts, et c'est comme ça que vous avez découvert, Pierre Sage avait une formule qui est très bonne. C'est le premier que vous aviez fait, je crois. Ouais, avec bien sûr. Du podcast, et Pierre Sage avait dit, on dit souvent, on joue comme on s'entraîne, et moi, je préfère inverser la phrase, on doit s'entraîner comme on veut jouer. Bien sûr. Et on revient à ce qu'on disait sur la création de contexte, etc., etc. Donc, ces deux méthodos, que ce soit la périodisation tactique ou l'entraînement structuré, en fait, elles permettent ça. Voilà. Alors, elles ont des différences. Hein. Mario parlera de l'entraînement structuré un petit peu pour la présenter aux gens, mais elles ont des différences. Disons qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a trois grandes familles. Il y a la famille analytique, où là, on va retrouver du 15-15, piqué à piqué. Ouais. Et puis, après, on essaye de faire un petit peu de jeu. On a ce qu'on appelle la famille du travail intégré, où là, on va faire peut-être, on se dit, tiens, aujourd'hui, c'est endurance, puissance, on va faire du 3 contre 3, 3 minutes d'effort, 3 minutes de repos. Alors là, on est sur du global parce que, on a le jeu avec ballon, on a les 4 temps, tu vois, les 4 mouvements. Sauf que, en fait, ce qu'ils expliquent dans l'entraînement structuré, c'est que ce n'est pas spécifique de ton jeu. Oui. Donc, tu vas pas avoir de relations particulières ou d'échanges particuliers qui vont te ramener à ta façon de jouer du week-end. Donc, d'une certaine manière, en fait, si tu veux, tu perds du temps. Dans la périodisation tactique et dans l'entraînement structuré, on essaye de mettre en place, encore une fois, avec des méthodos et des principes méthodos différents dans les deux, mais en tout cas, de mettre en place toute la semaine, dès le début de la saison, de faire une référence à ce que tu vas vouloir faire le week-end. Voilà. Ok. Donc, ouais. Aujourd'hui, je continue un petit peu dans ce cliché ou dans cette vulgarisation de la périodisation tactique en France. En gros, ce qu'on nous dit et ce qu'on comprend en s'intéressant juste un petit peu aux articles sur Internet, c'est que on va étaler en fait la charge physique sur la semaine. Le mercredi, on va être sur le jour de tension. Après, le mardi, ça dépend combien de fois on s'entraîne dans la semaine. On va être sur le jour de vitesse, de durée, etc. Et on dit bien que la dimension tactique est la base, mais cependant, on continue à dire que mercredi, c'est le jour de durée, de tension. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a quand même une incompréhension de ce qu'est cette vision des choses ? Oui, juste pour revenir, si tu me permets une petite parenthèse, bien sûr. Pour expliquer ma démarche quand même. Tu l'as dit, je ne suis pas un spécialiste de la périodisation tactique, mais quand j'ai commencé à m'y intéresser, en fait, je me suis dit, et je fais tout le temps ça, je vais essayer d'aller à l'origine. Voilà. Quels sont ceux qui sont mis en place et comment ils en parlent. Donc j'ai lu, j'ai regardé des conférences et j'ai même eu la chance, grâce à des amis, de pouvoir entrer en contact avec des gens qui sont habitués à la mettre en place dans des structures professionnelles et autres, des gens qui ont écrit des bouquins. Et donc, voilà. Donc, c'est pas, je vais, comme je l'ai dit au début, d'être le plus fidèle possible aux échanges que j'ai pu avoir avec eux. Donc, pour revenir à la périodisation tactique, donc, comment je veux jouer? En fait, si tu veux, c'est un processus d'apprentissage. Et l'objectif fondamental, c'est l'acquisition d'une forme de jeu. Et donc, ça nous amène à ce principe de spécificité. Et à l'intérieur de ça, puisque tu as abordé le sujet, mais souvent en France, la première question qu'on nous pose, c'est sur l'aspect athlétique, tout de suite, tactique. Et donc, il y a ce qu'ils appellent le principe d'alternance horizontale. Et c'est vrai que quand on l'entend en France, dans bon nombre de publications, on a l'impression que, par exemple, 3 jours après le match, il faut faire de la force. 4 jours après le match, il faut faire de la résistance. 5 jours après le match, il faut faire de la vitesse. Et ce qu'on m'a bien expliqué, en fait, c'est qu'il faut aller au-delà de ça, avoir une autre vision de l'humain. Et eux, ce qui se dit, c'est, donc je vais employer la même image que Tamarit et Julian Bertasso dans leur livre, c'est le joueur de foot, c'est une Formule 1. Il joue son match, il est déformé, dérégulé, il manque d'énergie à la fin du match. Tout notre travail sur la semaine, c'est de l'amener au match d'après de façon à ce qu'il soit le plus optimal possible, si tu veux dire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire
peut-être travailler sur le plan tactique ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui a bien fonctionné pour renforcer. Et sur le plan athlétique, se débrouiller pour que le jour du match, il soit en disposition de donner le rendement le plus optimum possible. Donc, on va répartir le travail sur la semaine. Et en fait, il a une formule que je trouve très intéressante, Xavier Tamarit, c'est de dire on s'entraîne en récupérant et on récupère en s'entraînant. En fait. Donc, le mardi, par exemple, à 3 jours après le match, ce qu'il faut savoir, si tu veux, c'est que ce qu'ils disent, c'est que quand une fibre musculaire est sollicitée, hein, elle est sollicitée sur 3 indices, donc la tension, ce qu'ils appellent la duration et la vitesse. Voilà. Et donc, en fait, sur la semaine, un jour, ils vont jouer plutôt sur tel type de fibre, mais les autres sont présentes aussi. Tu vois ? D'accord. On peut dire aujourd'hui, je fais que de la force. Bien sûr. C'est pas possible. Dire... Donc, oui. Non, mais je veux dire que là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont un petit peu orientés préparation physique, je pense qu'il y a un petit peu de l'oreille qui grince, hein, forcément, dans la vision des choses françaises, de dire ah, mais comment on peut faire de la force, etc. On voit la différence encore une fois, on en revenait au tout début de notre entretien, on en revient à la différence de vision des choses, je pense. Oui. Et puis, si j'allais plus loin, tu vois, et ça va permettre de donner la parole à Mario par rapport à l'entraînement structuré. Le papa de l'entraînement structuré, c'est Paco Cerulo, et je me souviens encore d'un article qu'il a posé dans un journal en Espagne où il disait la préparation physique n'existe pas, en fait. Bien sûr. Voilà. Mario, tu as la parole. Tu peux parler un peu de l'entraînement structuré pour expliquer aux gens. D'accord, merci Pierre. Et je suis forcément d'accord avec ce que... Moi, je suis pas un expert, c'est expert, non ouais. Expert de la périodisation tactique, mais... Moi non plus. Mais non, mais c'est pour ça qu'on est d'accord, non? C'est pour ça qu'on est forcément d'accord. Non, mais je vais parler un peu de ce que je connais un peu sur cet entraînement structuré. Moi, je pense que l'idée principale, c'est de développer surtout le joueur, tenant en compte que c'est le joueur dans toutes ses structures, c'est-à-dire, c'est pas le séparer des structures et comme la socio-affective ou, c'est-à-dire, en développant ce joueur avec toutes ses structures, on va forcément développer l'équipe, d'accord? Parce que un peu tout l'équipe va être développé de la même façon, c'est-à-dire, ils vont être comme c'est pas comme on dit empathique, c'est empathique, ouais. Ouais, avoir de l'empathie. Va avoir de l'empathie avec l'autre, il va savoir qu'est-ce qu'il veut faire, c'est-à-dire l'intracommunication va être très grande si on développe ce joueur avec ces procédés qu'on a parlé avant et tout ça. Donc pour moi l'idée principale c'est de développer le joueur dans toutes ces structures. Après c'est par rapport aux autres méthodes que je trouve, ou je sais pas si c'est comme ça dans les autres méthodes, mais je trouve que on cherche beaucoup de la transférence, c'est-à-dire de la transférence sur le jeu. C'est-à-dire, on va faire quelque chose pour le transférer sur le jeu. Mais la méthode structurée, c'est pas vraiment ça. C'est de donner des expériences aux joueurs. C'est-à-dire, on veut pratiquer avec le joueur et essayer de lui donner beaucoup d'expérience, de pratiquer dans ces genres de procédés, expérience, contexte, expérience avec ses coéquipiers, avec des autres. On change ses coéquipiers, on met un autre. On le change d'espace du jeu. C'est-à-dire beaucoup d'expérience qu'après vont faire que ce joueur, dans le vrai contexte que c'est le match, ce joueur va avoir ces expériences et va être capable de, je sais pas comment dire, résoudre et ce que le match lui est en train de demander, d'accord? Parce qu'il va être capable d'observer beaucoup des éléments de communication comme les distances, les orientations, les trajectoires, etc., qui est en train de pratiquer sur ce jeu. Donc, Paco, il dit que c'est pas... Pardon, Jérémy. Non, donc en fait, on est, pour ceux qui nous écoutent, l'objectif, c'est vraiment développer l'autonomie du joueur et... L'autostructuration, oui. Ouais, d'accord. C'est ça. Et donc, ce que Paco, il dit, c'est que pour pouvoir faire ça, chaque entraînement doit pas être séparé d'un autre. C'est-à-dire, et parfois, dans les autres méthodes, on fait, aujourd'hui, on va pratiquer ça, et l'autre jour, on va pratiquer une chose totalement différente, ou peut-être il va avoir des choses
qu'il prend de ça, mais peut-être dans 2 semaines, on va pas rien avoir sur le premier entraînement qu'on a fait, la première séance de l'année. C'est-à-dire, la méthode structurée, c'est un peu que chaque entraînement doit lui donner des expériences aux joueurs, mais chaque entraînement doit avoir un lien avec l'autre entraînement. C'est-à-dire, pas forcément séparer un entraînement de l'autre. C'est-à-dire, si on prend des concepts qui sont pareils, si on prend une idée pareille, c'est-à-dire quelque chose qui doit être lié avec ces expériences que je suis en train de lui donner aux joueurs. Tu vois? Et Pierre, philosophiquement, là, tu vois, par rapport à ce que Mario vient de dire, la petite nuance, si tu veux, c'est que dans la périodisation tactique, il partirait de l'équipe pour aller vers le joueur, mais sans nier effectivement que le joueur a une influence sur l'équipe. Et dans l'entraînement structuré, ce serait plutôt, on part du joueur, de son auto-structuration, de créer des contextes et tout ça pour que lui amène sa contribution unique à l'équipe. Et ça me fait penser, tu vois, à ce que Edgar Morin disait, mais en fait, on peut rassembler quelque part les deux, c'est-à-dire que l'individu va apporter à la société, l'individu est dans la société, mais la société est dans l'individu aussi. Et voilà, du coup, ce qui change, c'est les principes méthodaux, la manière de le mettre en place et tout ça, mais la racine est la même, en fait. D'accord. Ils se nourrissent de la même terre. Tout est tout. Et on doit penser comme ça si on veut être complexe. Tout est en tout, mais en préférence peut-être l'être humain. Si on a la connaissance que l'être humain, c'est tout. C'est-à-dire l'être humain, comme il dit Pierre, a aussi la société, que ce serait l'équipe, tu vois? Un peu cette idée. Et encore sur ce que disait avant Pierre, sur cette idée de structure, d'être structuré, ce qu'il disait avant de les structures, que on veut développer une structure, c'est pas vraiment développer une structure concrète. C'est-à-dire, c'est vraiment dire, d'accord. Et aujourd'hui, sur ma séance, sur mon procédé, et je peux faire comme préférence une structure. Faire comme préférence. Mais on va savoir que toutes les structures vont être présentes. Et c'est celui qui m'a permis d'apprendre tout ça, que c'est Isaac Guerrero, qui est le responsable de méthode de Barça. Et c'est celui qui m'a permis d'apprendre tout ça. Et lui, il parle d'une phrase je sais pas comment on dit en français, une métaphore. Une métaphore. Métaphore, ouais. Oui, c'est facile à l'espagnol, finalement. C'est pas vraiment si c'est une métaphore, mais bon, je vais lui dire que c'est comme travailler sur les structures, c'est comme lancer une balle de rugby. Tu vois, c'est-à-dire, on sait pas après comment il va faire le rebond. Comment va être le rebond? Le rebond. Comment il va être le rebond? C'est-à-dire, moi, je peux dire, d'accord, je veux préférencier les structures mentales, mais lorsqu'il commence à jouer, comme il y a des êtres humains qui interagissent. Je ne sais pas, c'est-à-dire, le rebond, peut-être c'est la structure socio-affective parce qu'il y a deux qui sont passés la balle et ils ont marqué un but et maintenant ils sont les meilleurs amis. Peut-être il va être la structure cognitive parce qu'il y a un joueur qui a compris et que s'il répète la passe avec un autre, il attire l'adversaire et ça rend quelque chose. Peut-être c'est la structure coordinative parce que le joueur il est en train de pratiquer beaucoup le contrôle, la passe et il commence à être dans... Tu vois, c'est tout, on ne sait pas. On lance la balle, peut-être on a préférencié, c'est-à-dire, d'accord, on veut être sur la mentale, et on va mettre quelque chose sur la mentale, mais on ne sait pas, Pierre. Je vais peut-être donner un exemple dont on parlait tout à l'heure, Mario. Quand je suis allé à l'Eventé voir Mario, on a assisté à une séance de leur équipe féminine, tu vois, et il y avait un procédé, donc ça partait sur... du 3 contre 2, c'était pour travailler entre autres la transition, et à la fin de la situation, de l'action, il y avait une des 3 joueuses qui devait aller taper le poteau, tu vois, pour prendre un temps de retard, pour ensuite rejouer un 3 contre 3, mais dans l'autre sens, tu vois. Et l'entraîneur en question, en fait, avait décidé que celle qui devait aller taper le poteau, c'était forcément celle qui frappait dans le but à la fin ou qui perdait le ballon. Et Mario me disait, moi, quand je le fais, je préfère, par exemple, désigner moi-même le joueur et je vais peut-être choisir, tiens, un joueur qui, cette semaine, n'a pas fait beaucoup d'efforts, tu vois, pour jouer sur sa structure mentale, etc. D'accord. Et du coup, en fait, on travaille le jeu.
Et peut-être à un moment donné, par mon intervention ou par les paramètres que je vais mettre en place, je vais avoir une incidence peut-être plus sur l'une que sur l'autre. En fait. L'idée, c'est ça. Et avec l'autre, c'est vrai, Priest, qu'avec l'autre aussi, on est en train de peut-être être plus sur les structures émotivo-volitiva. Je sais pas comment on dit en français, Pierre, si tu peux m'aider. Oui, c'est la volonté de se dépasser, émotive et évolutive. Évolutive, c'est la volonté qu'on peut avoir et les émotions. Si, Donc c'est celle-là. Par exemple, oui, s'il y a un joueur, par exemple, moi j'aime aussi que si le joueur, par exemple, s'il marque le but, il aide son équipe à défendre. C'est-à-dire dans les 3 contre 2, on fait 3 contre 2. Si celui qui frappe et fait le but, on est sur les structures émotivo-volitiva parce qu'il frappe le but et aussi il aide son équipe à défendre. Et là, c'est comme cette... Mais par contre, si peut-être il ne réussit pas à faire le but, peut-être là, il doit aller chercher l'entraîneur pour lui donner la main et après retourner et prendre quelque chose, c'est-à-dire tourner le poteau. Et là, on essaie aussi sur cette structure émotivo-volitiva parce que si le joueur ne réussit pas, on est en train d'être ici. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner parce que c'est la balle. C'est la balle. C'est hyper intéressant, d'autant plus qu'en France, autant sur la périodisation tactique, on a un petit peu d'outils qui commencent à arriver, autant que sur l'entraînement structuré. Très sincèrement, dans la littérature française, aujourd'hui, j'ai pas essayé de taper sur Google, mais aujourd'hui, on a très peu de connaissances et d'apports là-dessus, mis à part les livres en espagnol qu'il faut traduire. Et notamment Pierre qui nous aide un petit peu. Il y en a très peu de livres en espagnol. Ouais, bah moi. Il y en a très peu. Il y a Raphaël Paul qui en parle un petit peu. C'est ce que j'allais dire. Dans le livre de Bastian Morales aussi. Dans le livre de Danny Guindos, il y a un tout petit peu sur la construction méthodologique du modèle de jeu. Il y a un tout petit peu 2 pages, un petit peu sur là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver aujourd'hui Ils sont très secrets au Barça. Ouais, ça doit être là. Je les comprends de garder cette recette magique pour eux. Non, il y a pas de recette. Ah oui, c'est vrai en plus. Il y a pas de. Le temps, malheureusement, le temps passe vite et je vais enchaîner un petit peu sur la dernière question. Je suis obligé de choisir entre... je voulais qu'on parle un petit peu des exercices analytiques parce qu'en France, on est rempli d'exercices analytiques plus ou moins au poste, plus ou moins fermés et également de parler un petit peu de préparation physique. Ce qu'on va faire, le défi que je vous donne, c'est que je vais vous donner la parole à chacun et d'essayer de répondre à 2 questions. La première, c'est... on a déjà un petit peu parlé Pierre avant, c'est quel est l'intérêt de l'exercice analytique aujourd'hui dans ce processus d'apprentissage et aujourd'hui quelle est la place de la préparation physique dans l'acquisition de ce modèle de jeu. Donc je sais pas, les 2 questions sont pas forcément liées, mais je pense que c'est 2 questions que les personnes ont envie d'avoir votre avis là-dessus. Je sais pas si Pierre tu es prêt pour... Ouais, alors sur l'entraînement technique décontextualisé, c'est des questions qu'on me pose souvent, c'est quel est le bénéfice de tout ça. Ce qu'on me dit, par exemple, moi je vois souvent des circuits de sortie de balle répétés à vide 20 fois, 30 fois pendant une demi-heure. Est-ce que vraiment ça porte ses fruits? Là encore une fois, on revient au début de notre conversation, c'est quel est l'humain qui est en face de nous, comment fonctionne son cerveau, comment il retient les choses. Mario a parlé de créer des contextes, créer une expérience, développer l'expérience. Dans la périodisation tactique, on parle de développer le paysage mental. L'expérience, c'est celle qu'on se fait et dont on a besoin en match. Donc, il y a une adversité. Et je crois que c'est Lago qui disait qu'il y a plus de 90% des actions dans un match qui sont amenées par le subconscient. Le subconscient, en fait, on l'explique, c'est que l'action démarre avant même qu'on en ait conscience, en fait, la plupart du temps. Et donc, elle est amenée par une perception de l'environnement et donc par une prise de décision. Et donc, faire de la technique décontextualisée sans prise de décision, je suis pas sûr que ce soit réinvestissable après. Et alors ça, tu parlais, Mario, de l'entraîneur qui a peur. En fait, je crois que ça rassure plus les entraîneurs que ça n'est efficace pour les joueurs. Je me souviens d'une vidéo que Pierre Sage avait partagée sur Facebook. C'était une dame qui expliquait que, en fait, quand on veut faire apprendre des mouvements de gym à des enfants, il vaut mieux faire le mouvement A, puis le B, puis le C, puis le A, puis le C, puis le C, puis le B, et intervertir, plutôt que de faire A 50 fois, B 50 fois. Parce que, en fait, alors effectivement, on voit l'enfant progresser, parce qu'il est sur de l'analytique, et donc il n'y a
il n'y a pas de trop, entre guillemets, de questions à se poser. Mais en fait, le cerveau a besoin de faire le chemin. Et donc, quand on est dans l'alternance, le cerveau fait le chemin et ça renforce, en fait, l'apprentissage. Voilà. Ouais. Ma première réflexion par rapport à ça. Je voulais chercher là, pendant que tu parlais, cette vidéo en lien. C'était c'est ça, enfin, comment dire, une responsable de gymnastique. C'était lors d'une conférence à l'INSEP, il me semble, c'est ça? Ouais, je crois que c'était ça. Voilà, c'est clair. Et je rebondis également, j'illustre par rapport à la décision inconsciente. Iniesta avait dit lors de son but contre Chelsea qu'il avait tiré, quand il tire à l'entrée de surface en Ligue des Champions, justement sous l'ère Guardiola, il avait tiré, il a dit instinctivement, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tiré, c'est rentré dans le but. Et à ce moment-là, en effet, ça montre tout l'intérêt de, comment dire, toute l'importance du subconscient dans la prise de décision aujourd'hui. Oui, il dit même, je pense pas trop à ce que je vais faire. Quand je pense, je perds des dixièmes de seconde et je ne me sens pas bien. Tu agis par pur instinct, en fait. Le flow, c'est ça, le flow dont parlait Mario tout à l'heure. Exactement. Je vais laisser Mario réagir là-dessus par rapport aujourd'hui. Je sais pas comment ça se passe en Espagne. Nous, aujourd'hui, on en a vraiment très très souvent, à chaque séance, un petit circuit de passes fermées, soit pour échauffement, soit en cœur des séances, de temps en temps au poste. Donc aujourd'hui, toi, est-ce qu'il y en a un petit peu en Espagne et quel est l'intérêt selon toi dans le processus d'apprentissage? Oui, il y a en Espagne beaucoup. Moi, je vais donner mon opinion de comment je me trouve maintenant. Peut-être l'année prochaine, je vais dire une autre chose, mais ce que je pense maintenant, c'est que et moi, je ne ferai pas des entraînements analytiques sur mon entraînement, sur ma séance avec mon équipe, c'est-à-dire avec mon équipe. C'est-à-dire, je vais vous dire un peu, parce que je pense que s'il n'y a pas des interactions avec des autres éléments du jeu, c'est-à-dire avec des adversaires, et forcément, il n'y a pas, on n'est pas forcément en train d'optimiser l'être humain, non, sur notre être humain joueur, non. Mais c'est vrai que sur la formation, et beaucoup de fois le joueur a besoin et moi je voudrais que c'est plutôt pas ce que nous on veut qu'il développe, sinon et toi comme joueur que tu as 12 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu veux et améliorer, qu'est-ce que tu veux, et peut-être le petit joueur il va te dire je vais améliorer le frapper avec ma tête, je sais pas comment on dit en français, ouais, c'est ça. Un centre, et oui, d'accord, je vais améliorer ça, d'accord. Donc ça, tu peux prendre le joueur et tu peux tu es en train de essayer de que lui il pratique, parce que peut-être tu vas être sur les structures mentales, lui il va être plus content, il va pratiquer beaucoup de fois, et ça va lui permettre d'explorer des solutions qu'après sur les procédés de ton entraînement avec tous les joueurs, avec le match, avec un but, peut-être c'est avoir fait cet entraînement d'explorer, et il va réussir à faire une chose que peut-être avant il savait pas le faire, ou il n'avait pas la. Ouais, en tout cas, il va la tenter. Il va la tenter, peut-être. Et moi, ça, oui, je crois. Et je crois que à force de répéter aussi, il y a des patrons de coordination qui va apprendre et qui va. Ça, oui, je crois. Mais je voudrais plutôt pas le mettre sur ma séance comme je vais optimiser mon équipe, ou je vais optimiser mon joueur dans mon équipe là-bas, parce qu'il a besoin de tous les autres, il a besoin de tous les adversaires comme notre joueur pour l'entraînement, mais il a besoin des interactions. Mais oui, je pense que c'est une bonne idée de faire des entraînements analytiques pour essayer que le joueur explore. D'accord. Okay. Pas qu'on dit. Ouais, c'est ça, explore, bien sûr. Je rejoins ce que tu dis, et aujourd'hui, je pense que sur la formation, peut-être que pour donner confiance aux joueurs, en effet, de créer, voilà, en France, on va parler du schéma moteur, je ne sais pas encore faire ça, et ben peut-être que le fait qu'on me l'apprenne, d'un point de vue analytique, ok. Peut-être qu'aujourd'hui se pose la question, la différence entre... Faut faire attention à ça, parce que je crois que c'est Natalia Balaguer et Carlota Torrens qui disent que, en fait, quand tu fais de l'entraînement décontextualisé du jeu, comme il n'y a pas de geste technique idéal et que chacun a aussi sa propre manière de faire, tu peux leur donner aussi des fois des défauts dont ils auront du mal à se séparer après, en fait. Ok, d'accord. Une question d'équilibre. Oui. Que lui, il explore. Lui, il doit explorer. Oui. Mais je répondais à Jérémy. Mais pour le...
D'accord, super. On va terminer là-dessus parce qu'on n'a pas, malheureusement, on essaie de se donner comme format un petit peu sur le podcast une petite heure et je pense que ça, c'est une question que beaucoup de personnes attendent. Aujourd'hui, Pierre, dans la périodisation tactique, quelle est la place? Quelle est la place et comment on va travailler aujourd'hui les qualités athlétiques? En France, pour que ça permet de recontextualiser et aussi pour Mario, en France, on a carrément des masters à l'université, préparation physique, telle méthode de préparation physique, avec tel courant de pensée, etc. Où aujourd'hui, c'est une place forte de la... Comment dire, je pense que ça se trouve, c'est certainement pas en Espagne, mais aujourd'hui, c'est la pierre angulaire. Aujourd'hui, on pense qu'une équipe a gagné le championnat parce qu'elle était à son pic de forme, parce qu'elle a réussi physiquement à tenir le choc, sans forcément parler de la tactique, du technique. Et aujourd'hui, Oui, j'aimerais bien avoir ton avis par la suite. Pardon, moi j'appelle ça un mythe, mais oui, c'est le mythe de se dire que parce qu'on a fait une super prépa en juillet-août, on va pouvoir tenir jusqu'à la fin de saison. Là, l'idée, je l'ai un peu exposée tout à l'heure, c'est pas du tout celle-ci. Je reviens à ce que je disais sur le principe de spécificité. Eh ben, le principe de spécificité, si tu entraînes les gens la semaine dans ce qu'ils vont faire le week-end, ben, tu as aussi des gains par rapport aux blessures, par exemple. Tu vois? Et donc, parce que les muscles vont être sollicités sur des gestes, des moments, ben, qu'ils vont reconnaître en match. Et donc, il n'y a pas cette idée. Il y a juste la première semaine de reprise, à la limite, tu vois, où on reprend connaissance avec son corps, on va dire, tu vois. Mais dès la deuxième semaine de la saison, en fait, il y a le morphocycle qui est mis en place et il y a le principe d'alternance horizontale dont je te parlais tout à l'heure. Et oui, en France, il y a cette idée qu'on veut contrôler. Et tu vois, Xavier Tamari dit par exemple que lui, personnellement, il pratique pas du tout la quantification de charge. Parce qu'il dit, moi, je vais faire un 100 mètres là aujourd'hui avec mes copains, et si demain je le fais avec ma mamie, ben, la quantification de charge, ok, mais le contexte n'est pas du tout le même, et voilà. Et je repense, en te racontant ça, je reviens juste un truc sur le technique pour une image que j'avais trouvée très intéressante. C'était Carlos Fonseca dans son livre qui disait, vous prenez un chauffeur de taxi et un pilote de rallye, tous les deux, en termes de technique de conduite, ils ont un nombre d'heures très très conséquent. Par contre, si vous prenez un chauffeur de taxi et que vous lui demandez tout de suite d'aller faire le rallye Paris-Dakar, eh ben, il sera en incapacité de le faire parce qu'il s'est entraîné, lui, pas du tout dans le même contexte que le pilote de rallye. Et donc, il dit, moi, quand je fais des formations à mes élèves, je leur dis, rappelez-vous qu'on veut former des pilotes de rallye et pas des chauffeurs de taxi. Je trouvais l'image assez parlante, quoi. C'est clair, voilà. C'est clair. Essayer d'avoir toujours ça dans un coin de sa tête, je pense. Mario, je t'écoute sur le domaine athlétique, physique. Mais tu peux me poser vraiment bien la question? Alors aujourd'hui, en fait, dans ta vision d'entraîneur et peut-être aussi un petit peu dans l'entraînement structuré, quelle est la place? Est le rôle la place, parce qu'en France, c'est vraiment le rôle central de la séance. On planifie par rapport à ça. Mardi plutôt force, jeudi plutôt... Je pense que pour moi, la première chose, c'est le joueur. Et donc, c'est vrai qu'on doit, encore une fois, comprendre le joueur comme toutes les structures. Et c'est vrai qu'une des structures, c'est... Bon, deux structures. La bioénergética, cette bioénergie de se récupérer, de bien manger, d'être récupéré pour pouvoir jouer, de bien dormir, tout ça. Ça, c'est une question importante que pour moi, c'est important. Et après, les structures conditionnelles, c'est-à-dire conditionnelles. Le support athlétique. Le support athlétique. Donc, et c'est vrai qu'on est en train de faire un sport. Et donc, on doit avoir une structure athlétique. On doit avoir ça. Mais par contre, pour moi, ça va pas être c'est pas question de mettre une structure par rapport aux autres. Non, c'est de comprendre ces joueurs, c'est-à-dire le rôle des préparateurs physiques va être c'est vraiment important que tout le staff soit sur le même chemin, c'est-à-dire qu'on pense sur le joueur, qu'on pense qu'on doit les aider. Et parfois, dans une séance, peut-être on doit essayer de mettre la conditionnelle par-dessus d'autres pour qu'on doit aider ce joueur un jour. Mais c'est pas comme l'axe central qui doit nous planifier tout.
D'accord. Pour moi, c'est ma vision. Ce qui doit nous planifier tout, c'est notre joueur. D'accord. Je te rejoins, Pierre, sur peut-être la différence entre la vision de la périodisation tactique qui met le focus sur sur l'équipe, sur le jeu. Enfin, pas sur l'équipe, pas sur le jeu, mais sur l'équipe, et peut-être la vision de Mario qui est plutôt aujourd'hui sur le joueur. Et je pense que ces deux visions qui en soi sont complémentaires, mais c'est peut-être là la légère nuance, je crois. Oui, oui, c'est ça. Eux, par exemple, dans l'entraînement structuré, sur le peu d'informations que j'ai pu récupérer, eux, par exemple, ils ont des microcycles différents, tu vois, sur la D'accord. période de la Ouais, je saison. vois. Donc, ils vont jouer plutôt sur le pourcentage de procédés à certains moments, plus fort que d'autres, parce qu'ils vont chercher, tu vois, dans leur microcycle, avoir plutôt telle incidence sur cette partie athlétique, etc., etc. Ok, Voilà. très bien. Bien malheureusement, j'avais encore, si vous saviez, tout un tas de questions. On en refait une alors. Ouais, je crois qu'on va être obligé d'en refaire une. Par contre, ce qui est obligatoire et ce qu'il faut qu'on sache aujourd'hui, c'est, selon vous, voilà, si jamais vous aviez un, deux, voire trois ouvrages un petit peu à conseiller aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, français ou espagnol, allons-y, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui, à un moment donné, se lancent un petit peu, tout comme moi au début, voilà, j'avais mes quelques restes du collège et je me suis lancé là-dedans avec des mots transparents, ça passait, et aujourd'hui, voilà, ça passe vraiment mieux, donc Pierre, je te laisse nous présenter un petit peu. Oui, alors je vais pas démarrer sur le foot vraiment à proprement parler. Je pense que la première qualité pour un éducateur et un entraîneur, t'as mis une vidéo d'Oscar Cano il y a 2 jours sur Twitter. C'est la capacité de mise à distance de son ego pour être au service de nos joueurs. Et du coup, le premier livre dont je voulais parler, en fait, c'est de l'éducation de Krishnamurti. Voilà. D'accord. Alors, Qui redéfinit un petit peu le rapport qu'on a à l'apprentissage, aux enfants et à la vie en général, et comment, oui, on essaye de combattre son ego qui nous fait pas toujours faire des bonnes choses. Okay. Et l'autre document dont je voulais parler, moi, ça a été vraiment une petite claque quand je l'ai lu, et je le conseille souvent. On le trouve en PDF sur Internet, c'est La performance humaine, les 3 univers de compréhension de Bigrel. Tu m'en avais parlé. Et on retrouvera beaucoup de choses qu'on a abordées aujourd'hui. Voilà. Okay. Après, pour les livres plus foot, ce que je vais faire, si tu veux, Jérémy, c'est que j'avais fait un petit résumé de tous les bouquins bien sûr. Sur Twitter. Je peux vous les refaire passer et puis on les mettra en commentaire, je pense, on les mettra en lien, bien sûr, parce que je pense que ça va permettre aux gens un petit peu d'avoir une idée de l'ouvrage avant de se lancer dans un achat, d'autant plus en espagnol, c'est peut-être un petit peu difficile, mais je pense que ça permettra aux gens d'avoir un éclairage là-dessus. Mario, si tu as des ouvrages un petit peu à nous conseiller, allons-y en espagnol. En français, Madame Bovary. Non. Bon, c'est en espagnol. Et je crois que c'est très intéressant pour commencer sur cette idée de la complexité. C'est vrai que peut-être c'est dur, mais le livre de Natalia et Carlota de Complejidad y Deporte. C'est super dur. Je sais pas, moi je connais en espagnol, c'est pas. Ouais, mais c'est costaud, c'est costaud. C'est très fort, mais c'est très costaud. Après, le livre de Paco, je crois que c'est un livre qu'on doit lire aussi de Paco Seirulo, de l'entraînement structuré. Et pour finir, je voudrais aussi venir sur la neuroéducation. Et il y a un livre que je suis en train de lire maintenant que je trouve très, très intéressant, que c'est Neuroéducation de Francisco Mora. D'accord. Je pense que c'est des liens qu'on mettra dans les commentaires. J'essaierai de les rechercher. Et je pense que ça peut aider un petit peu tout le monde. Je suis désolé de ne pas dire en français. Mais non, mais nous, on trouvera là. J'ai lu beaucoup de livres en français quand j'étais à l'école, mais ce ne sont pas de fautes ni de choses intéressantes sur commenter maintenant. Ok, super. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup à vous pour ces échanges. Je voulais faire une petite conclusion. Ah oui, je t'écoute. Il y a rien à voir avec le foot. Mais parce qu'on est avant tout des êtres sociaux, comme dirait Oscar. Je voulais en profiter dans ce moment difficile pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui vivent des situations compliquées. Ah oui, à nos héros du quotidien qui font qu'on peut manger encore aujourd'hui et puis qui nous soignent. Voilà, je voulais faire un petit coucou et
en espérant qu'on ne les oubliera pas même après ce passage difficile. Je me joins à toi, je pense que Mario se joint à toi Mon petit coup là-dessus. de cœur citoyen. Bien sûr, non, mais on se joint tous à toi. Et aujourd'hui, j'espère peut-être même que, comment dire, ça pas forcément voir, mais ceux qui sont chez eux, pour qui c'est un petit peu difficile, etc., peut-être que cette vidéo permettra de gagner du temps en ayant toujours une pensée, en effet, pour ceux qui nous permettent d'avoir un bon quotidien malgré le fait qu'on reste chez nous. Et tu fais bien de donner ce petit clin d'œil aux gens.